Suite à la découverte par Otto Hahn de la fission de l'uranium par bombardement de neutrons, les Alliés voient se profiler le spectre d'une Allemagne nazie dotée de l'arme atomique. De ce moment date le début de la course à l'armement nucléaire. Pour les nazis, un espoir vite déçu. Tout de suite, le secret englouti de Hitler. Depuis 60 ans, les eaux glacées du lac Tinn en Norvège gardent un lourd secret. Aujourd'hui, ces paisibles rivages ne portent guère de traces du conflit qui a fait rage ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Difficile d'imaginer que sous l'occupation nazie, cette région a été le théâtre d'une lutte clandestine impitoyable entre espions et saboteurs, avec un enjeu majeur, l'eau lourde norvégienne. Une substance mystérieuse que la résistance norvégienne essayait désespérément de soustraire aux Allemands. En 1944, une ultime et très importante cargaison doit partir pour Berlin. Acte de sabotage désespéré, un ferry censé contenir des barils d'eau lourde est coulé dans le lac Tinn. Aujourd'hui, une équipe d'archéologues sous-marins est à la recherche de ces barils pour en connaître le contenu exact. S'agit-il de la substance clé qui aurait pu donner à Hitler la seule arme qui lui permette de gagner la guerre, la bombe atomique nazie ? L'histoire commence en 1940. Le 9 avril, l'Allemagne nazie envahit la Norvège, un petit pays qui était neutre depuis 125 ans. Pris par surprise, les Norvégiens n'opposent guère de résistance. Les Norvégiens cédant sous la pression, les Allemands filent droit sur la région reculée du lac Tinn pour s'emparer de l'entreprise industrielle norvégienne la plus convoitée. Très haut dans les montagnes, dominant la vallée de Rjukan, se trouve l'usine hydroélectrique Vemork, à l'époque la plus puissante centrale du monde. Cette puissance, la compagnie Norsk Hydro l'utilise pour produire de l'ammoniac, élément indispensable à la fabrication d'engrais et d'explosifs, tous deux vitaux pour l'effort de guerre allemand. Mais à l'intérieur de la Norsk Hydro, il y a un secteur spécialisé qui fabrique autre chose. Qu'est-ce qu'il y a ici? Regardez, des cellules de haute concentration. Le physicien et historien Per Dahl connaît parfaitement ce qui s'est joué ici, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'on voit là, un vrai chapitre d'histoire. Les cellules à haute concentration originales qui servaient à produire l'eau lourde. L'eau lourde est cette nouvelle et étrange forme d'eau récemment découverte que Norsk Hydro fabrique en petite quantité pour fournir les scientifiques du monde entier qui font des recherches sur ses propriétés. Nul ne sait trop pourquoi, mais dès qu'ils s'emparent de l'usine, les Allemands se mettent à en augmenter la production. Ils ont doublé les appareils de production, ils ont multiplié par 2 les cellules à haute concentration en passant de 9 à 18. Ils ont doublé la fabrication. Dès 1942, ils cherchent à décupler la production d'eau lourde. Parallèlement, la sécurité autour de l'usine de Rjukan est considérablement renforcée. Mais on épie les moindres faits et gestes des Allemands.
Certains d'entre nous, surtout les syndiqués de l'usine, voulaient créer un mouvement clandestin pour lutter contre les Allemands. Knut Lier Hansen devient un membre important du mouvement de résistance, qui rapidement s'inquiète des développements de l'usine de Vemork. L'eau lourde, on n'avait aucune idée de ce que c'était. Mais quand on a vu que les Allemands surveillaient ça de très près, on s'est dit que ça devait être important. La résistance norvégienne communique donc les informations recueillies au service secret de Londres. Les Britanniques nous avaient installé une station de radio, si bien qu'on pouvait constamment communiquer avec l'Angleterre. L'agrandissement de l'usine de Vemork inquiète sérieusement les Britanniques. Eux savent une chose que les Norvégiens ignorent. L'eau lourde peut être utilisée pour fabriquer des explosifs nucléaires. Et si les savants allemands essayaient de fabriquer une bombe atomique? Si j'avais été un physicien anglais et si j'avais compris ce qui se tramait en Norvège avec cette fabrication d'eau lourde, j'aurais craint le pire. Ainsi débute une guerre secrète de 2 ans. Les Alliés essaient de ralentir la production d'eau lourde. Des commandos norvégiens font sauter l'usine, mais les Allemands parviennent à la réparer en 3 mois. En novembre 1943, la 8e escadrille américaine bombarde Vemork, mais l'usine d'eau lourde reste intacte. Finalement, en 1944, la résistance apprend que tout le matériel de production de l'usine et 15 tonnes d'eau lourde partiellement purifiée vont être expédiés à Berlin. La résistance prévient Londres et demande ce qu'il faut faire. La réponse est immédiate. Empêcher l'eau lourde de parvenir en Allemagne. Mais comment faire? C'est une question de jours. Knut et ses camarades doivent trouver un moyen. L'usine est étroitement gardée, mais pour gagner Berlin, l'eau lourde doit être transportée par train dans la vallée de Rukon. La traversée du lac Tyn se fera par ferry. J'étais persuadé que s'il y avait un endroit où les Allemands ne pourraient jamais récupérer les barils, c'était bien le fond du lac Tyn. Mais les saboteurs savent que s'ils coulent le ferry, ils causeront la mort d'amis et de voisins. Se peut-il que quelques barils d'eau soient si importants? Ils envoient un message à Londres. Évaluer si les effets de l'opération valent les représailles qui suivront. Stop. Ne pouvant connaître l'importance de l'enjeu, demandons réponse urgente. Si possible ce soir. Londres répond immédiatement. Nous avons considéré le problème et décidé qu'il était crucial de détruire l'eau lourde. Stop. Espérons que cela pourra se faire en limitant les dégâts. Stop. Vous souhaitons bonne réussite dans votre opération. Un message très explicite de Londres nous a ordonné de lancer l'opération. L'eau lourde devait être éliminée une fois pour toutes, et malgré le coût en vies humaines. On a donc déclenché l'opération. En 1947, un film norvégien retracera la dangereuse mission de Knut et de ses camarades. On a étudié les plans du ferry. À la poupe, il y avait une écoutille qui menait dans la cale. On a dévissé le plancher pour placer une bombe à retardement à l'arrière du navire. Pendant que ses camarades installent la bombe, Knut monte la garde. Soudain, ils se font surprendre. Un garde nous a demandé ce qu'on faisait là. Je lui ai raconté un bobard et je me suis demandé s'il fallait que je le tue.
Mais il a eu pitié de nous. Il nous a dit qu'il fermerait les yeux et nous laisserait repartir si on n'en parlait à personne. Il finissait son service à 6 heures. Le garde qui l'a remplacé a coulé avec le ferry. Très tôt, le lendemain matin, les wagons qui contiennent les barils sont chargés sur le ferry, tandis que dans sa cache, la bombe à retardement égrène son tic-tac. L'hydro doit larguer les amarres à 9h30, mais à 10h, il n'a toujours pas quitté le quai. C'est comme ça que Halvard Askild et sa fiancée Solveig réussissent à monter à bord. On était en retard. On fêtait mon anniversaire. Il a fallu qu'on court pour monter à bord à temps. Finalement, le ferry part à 10h. On avait des gâteaux et des vivres que mes parents m'avaient donnés. On était assis en bas dans la partie salon. Soudain, il y a eu une explosion. Le bateau s'est mis à trembler. On a cru qu'il avait heurté un obstacle. Très vite, le ferry se remplit de fumée et d'eau. Halvard doit faire face à un cruel dilemme. Sa fiancée ne sait pas nager. Solveig voulait que je saute. Elle ne savait pas nager, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se lance. Elle m'a dit « Saute d'abord, je te suivrai ». C'est ce que j'ai fait, mais elle est restée à bord et elle a coulé avec le bateau. J'ai beaucoup de mal à évoquer ce moment. Solveig était très jeune et très belle. « 14 Norvégiens se noient dans les eaux glacées du lac. Sinon, la mission semble être un succès complet. Le ferry et sa cargaison coulent exactement à l'endroit prévu par les saboteurs, dans la partie la plus profonde du lac, où l'on ne pourra plus jamais rien récupérer. J'étais si heureux que je n'ai jamais couru si vite pour transmettre ce message en Angleterre. J'avais l'impression d'avoir des ailes. Je me suis précipité pour leur annoncer que l'opération avait réussi. Et les télégrammes de félicitations ont commencé à pleuvoir. Mais ces félicitations n'empêchent pas une certaine inquiétude. Quelque chose paraît anormal dans cette opération. Les Allemands n'avaient pas jugé bon de protéger la cargaison. Ils s'étaient contentés de l'installer à bord. Et l'ingénieur en chef de Vemork n'avait pas entendu parler de sentinelles allemandes pendant le transport. Londres se méfie. L'opération aurait-elle été trop facile? En ce qui concerne le ferry, vérifiez que les barils qui étaient à bord n'étaient pas des faux substitués par les Allemands. Stop. Les Allemands ont-ils effectivement roulé la résistance norvégienne?
Après la guerre, il devient clair qu'un certain nombre de barils contenant de l'eau lourde sont parvenus jusqu'à Berlin. Quelle était la cargaison qui a coulé avec l'hydro? Et quelle importance réelle avait l'eau lourde? C'est l'un des derniers grands mystères de la Seconde Guerre mondiale. Et il n'y a qu'un moyen de l'éclaircir. Pour procéder aux investigations, Nova a demandé à Brett Phaneuf, un archéologue des fonds marins, de réunir une équipe de plongeurs qui devra fouiller l'épave de l'hydro et remonter un baril intact de cette cargaison secrète. La Seconde Guerre mondiale me fascine, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la mémoire vivante qui en reste. Et pourtant, il y a tellement de contradictions. Dans ce cas précis, il y a des incohérences évidentes. Quelle était exactement la cargaison de l'hydro? Quelle était sa destination? Pourquoi a-t-on pu s'y introduire si facilement? Tout cela ne paraît pas logique. Et c'est pour cela qu'on veut savoir si c'était bien de l'eau lourde ou s'il y a eu de l'eau lourde qui est partie ailleurs. Et le seul moyen de le savoir, c'est de plonger et d'aller voir. Pour mener à bien cette recherche, il faut 5 tonnes d'équipements spéciaux, car l'opération se fera dans l'un des lacs les plus profonds du monde. Brett a donc recruté une équipe norvégienne qui a l'expérience de ces eaux. Voilà Johnny, qui possède une énergie inépuisable. C'est un grand optimiste. Il est fou de joie à l'idée de pouvoir expliquer cette histoire à toute la Norvège. C'est une partie cruciale de l'histoire. C'est émouvant parce que d'un seul coup, Thor et moi, 2 petits gars du coin, on a découvert que c'était là qu'avait commencé rien moins que la course aux armements nucléaires. Il y a Thor, le prototype du Norvégien stoïque qui est à son affaire sur le lac. Et Fredrik, qui est mon complice dans cette opération. On élabore des missions insensées et on réfléchit à la façon de les réaliser sur le terrain pour pouvoir ensuite informer les gens sur ce qui s'est réellement passé. Indispensables pour mener à bien leur mission, les robots sous-marins télécommandés. Voilà le robot qu'on va utiliser pour aller voir le ferry. Il est équipé d'hélices qui le propulsent en avant, en haut ou en bas, dans l'eau. En fait, n'importe quel joueur de PlayStation Nintendo saurait l'actionner. Il est équipé d'excellents projecteurs et d'une très bonne caméra. Il a également un sonar à l'avant qui facilite la navigation et qui repère tout ce qui est sur les fonds. Grâce aux indications fournies par les témoins oculaires du naufrage, ils ont une idée assez précise de la zone à investiguer pour découvrir l'épave. Thor s'apprête à plonger. Il faudra environ 20 minutes au robot pour atteindre le fond du lac Tinn. On voit à quel point la pente des montagnes est abrupte, et elle est pratiquement la même sous l'eau. On est à 300 mètres de la rive, mais il y a déjà 400 mètres de profondeur, ce qui représente donc une pente de plus de 45 degrés. Un nuage de sédiments signale que l'engin a touché le fond du lac sans encombre. L'exploration du fond du lac commence. Soudain, le sonar signale une forme distincte. C'est une image sonar de l'épave. Elle montre que nous sommes à environ 25 mètres du ferry. Il devrait apparaître sur l'écran vidéo dans quelques secondes. There we go. Oh, look at that. This is beautiful. It's a big ship.
still read the name? Can you see text? Hello. It looks fantastic. It's in great shape. So where are we? Right at the bridge there? Yeah. It's so strange to see a wreck in a lake as opposed to the ocean that's just completely clean. In the ocean, you know, you get so much fuzz on the wreck and there's just nothing on this at all. See the lantern there? Yeah. It's nice. 60 years. I think it's still working if you pick it up. Le ferry est dans un état remarquable. Mais pour l'instant, il n'y a pas trace des barils censés contenir l'eau lourde. Si l'équipe parvient à en trouver un et à le remonter, il faudra analyser son contenu. Brett a donc demandé à un physicien, le professeur Dave Wark, un spécialiste des propriétés nucléaires de l'eau lourde, de venir les rejoindre en Norvège. Je sais depuis longtemps ce qui s'est joué ici pendant la guerre. Le contenu de ces barils a eu une influence décisive sur le cours de l'histoire. J'ai hâte de voir ce qu'on trouvera quand on en aura remonté un. Avant le début de la guerre, la fabrication d'eau lourde n'était qu'une activité secondaire pour Norsk Hydro. On en produisait parce qu'on avait besoin d'hydrogène pour fabriquer des engrais chimiques. Et c'est l'eau qui fournissait l'hydrogène. Norsk Hydro utilisait l'électricité d'origine hydraulique pour fabriquer l'hydrogène, ce qui n'est pas très difficile. En faisant passer un courant électrique dans l'eau, H2O, on peut séparer l'hydrogène de l'oxygène. Vous voyez, on recueille l'hydrogène dans ce tube à essai. C'est en gros ce que faisait Norsk Hydro, mais à bien plus grande échelle. L'hydrogène produit entrait ensuite dans la composition des engrais. Mais quelques années avant la guerre, les scientifiques font une découverte extraordinaire. Une nouvelle catégorie d'hydrogène, dont le noyau contient un neutron supplémentaire qui le rend plus lourd. Les scientifiques le baptisent deutérium. Et comme l'hydrogène classique, le deutérium se combine à l'oxygène pour former une nouvelle sorte d'eau, l'eau lourde. Pourquoi eau lourde? Pour une raison très simple. On en a congelé en glace lourde. Si je la laisse tomber dans ce verre rempli d'eau ordinaire, elle coule droit au fond du verre. En fait, l'eau lourde est présente dans l'eau ordinaire à proportion de 0,01%. Dans ces 5 litres d'eau ordinaire, il y a à peu près ça d'eau lourde. Il se trouve que l'eau lourde est légèrement plus difficile à séparer en hydrogène et oxygène que l'eau ordinaire, si bien que l'eau qui reste après le passage du courant électrique est un tout petit peu plus concentrée en eau lourde. En répétant l'opération une fois, 2 fois, 3 fois et autant de fois qu'il le faut, on finit par obtenir ceci, qui est de l'eau lourde quasiment pure. Elle vient de Norsk Hydro. C'est de l'eau lourde pure à 99,76%. C'est à cause de cette substance apparemment inoffensive que la résistance norvégienne a coulé l'Hydro. Tandis que Thor manœuvre son engin autour de l'épave de l'Hydro, l'équipe peut reconstituer ce que furent les derniers moments de ses passagers civils. All right, okay, it's got 4 windows, just like on the... So we're here then? We're on the starboard side of the wreck? Yep. Okay. The ceiling have been... Oh, the ceiling's gone. You can see the doors where the people was fighting to get out. Oh, we're right at the... It's the boat. Oh, it's the boat. Oh, it's going down into the sediment. Look at that. So the whole forward part of the ship sort of disappears. It's amazing. Après l'explosion, le ferry coule par la proue et le salon où se trouvent Alvard Askilt et sa fiancée est aujourd'hui enfoncé dans le lit du lac.
Dans la confusion, Alvard pense que sa fiancée est morte. Or, miraculeusement, Solveig survit et voit ce qu'il advient de la cargaison. J'ai dû être entraînée par un courant sous la coque du bateau et je me suis retrouvée coincée dans les pales de l'hélice. Je m'étais coupée et j'avais des ecchymoses. La deuxième fois que j'ai réussi à émerger, j'ai pu m'agripper au support de la bouée de sauvetage. Je n'y voyais pas grand-chose, mais j'ai aperçu un baril près de moi. Je n'avais aucune idée de ce qu'il contenait. Un homme a essayé de se hisser dessus, mais il n'y est pas arrivé, et il s'est noyé. Finalement, Solveig est recueillie par un bateau de pêche et emmenée dans la même ferme que son fiancé Alvard. Difficile de raconter un moment pareil. C'est quasiment impossible. Le récit de Solveig le prouve, les barils se trouvaient bien à bord de l'Hydro. Mais où sont-ils maintenant? Et s'ils flottaient, c'est qu'ils n'étaient pas remplis d'eau lourde. Are we very close to the stern now? Or is that a rail car there? Is that... Oh, that's one of the flat cars, okay. Boy, that thing is absolutely mangled, though. Yeah. All the wood's gone on it. Or is that the underside we're looking at? Ah, I see, okay, so it's flipped over. And we've just seen one of the rail cars sort of flipped upside down and sort of mangled up a little bit. Les wagons plateaux auraient dû être chargés de barils, mais tout a été écrasé. Mais voilà que l'équipe aperçoit un premier élément de cargaison. Here's a barrel, crashed barrel here. En s'écrasant, le baril s'ouvre. Personne ne saura jamais ce qu'il pouvait bien contenir. Mais ensuite, un peu plus loin, le robot découvre d'autres barils. Two barrels lying on the seafloor. Look at that. So that one's wedged under. I wonder how many other got under the wreck when it sank. They don't look in bad shape. Yeah, they seem to be in good shape. Mais l'épave de l'Hydro est un cimetière de guerre norvégien. Pour Thor, ces barils sont trop près de l'épave pour qu'on les bouge. On éprouve un sentiment particulier quand on sait que beaucoup de gens se sont noyés ici, quand on connaît l'histoire. Alors, on est ému, ça se comprend. Encouragée par la découverte de ces barils qui semblent avoir survécu au sabotage, l'équipe entreprend d'explorer les alentours de l'épave, avec l'espoir de trouver un autre baril intact qui pourrait contenir de l'eau lourde. Mais pourquoi les Allemands et les Alliés s'intéressaient-ils tant à cette substance apparemment inoffensive? La réponse se trouve dans la découverte faite par des scientifiques allemands peu avant la guerre. Une découverte qui aura des conséquences redoutables. En fait, l'histoire de l'énergie nucléaire commence en 1938 à Berlin, quand des physiciens allemands découvrent que sous l'action d'un neutron incident, un noyau d'uranium peut se décomposer, c'est la fission, en deux noyaux plus petits, en libérant une grande quantité d'énergie. Mais le point clé, c'est qu'en plus de l'énergie dégagée, l'uranium émet davantage de neutrons qui, à leur tour, décomposent l'uranium, dégageant davantage de neutrons et provoquent une réaction en chaîne qui, en principe, peut libérer d'énormes quantités d'énergie. Ceci ouvre la voie à de très inquiétantes possibilités et les physiciens le comprennent aussitôt. On va pouvoir fabriquer des explosifs nucléaires d'une puissance phénoménale. Les armées d'Hitler sont déjà en marche à travers toute l'Europe.
les physiciens du monde entier comprennent soudain qu'il va y avoir une course à l'armement nucléaire. Si l'Allemagne gagne cette course, rien ne pourra plus arrêter les nazis. Le professeur Mark Walker est un spécialiste de la recherche nucléaire allemande pendant la guerre. Les Alliés avaient tout à fait raison de redouter le projet d'armement nucléaire allemand. Certes, d'excellents physiciens allemands ont fui l'Allemagne dès 1933, mais l'Allemagne en possédait encore de très bons. Parmi ceux-ci, Werner Heisenberg, spécialisé dans la physique théorique, à qui ses travaux sur la mécanique quantique ont valu un prix Nobel en 1920. Heisenberg était évidemment un scientifique brillant, et s'il s'avérait possible de fabriquer des armes nucléaires, il était tout à fait capable de la réaliser, d'aider l'Allemagne à se doter de l'arme nucléaire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande est la première à lancer un programme de recherche nucléaire secret. Recruté comme Heisenberg, il y a son jeune et brillant protégé, Carl Friedrich von Weizsäcker. La première fois que j'ai compris qu'il était possible de fabriquer des armes nucléaires, c'était en février 1939. Je me suis dit, si c'est possible, quelqu'un va le faire. Et si quelqu'un le fait, on s'en servira. Je me suis dit que c'était l'événement le plus important de ma vie, et voilà quelle a été ma réaction. Il est vrai qu'Hitler va déclencher la guerre cette année, mais il ne poursuivra pas. Mais la bombe, elle, sera là pour toujours. Par conséquent, étant donné que je suis physicien, que je suis capable de travailler dans ce domaine, et que je suis politiquement concerné, je dois absolument m'y intéresser. Je ne peux pas rester en dehors. Travaillant de concert, Heisenberg et von Weizsäcker font vite une découverte cruciale. Avant la guerre, les scientifiques avaient compris qu'on ne pouvait pas faire une bombe nucléaire avec de l'uranium ordinaire. Mais nos deux physiciens arrivent à trouver le moyen, en théorie du moins, de transformer l'uranium en matériel brut pour fabriquer la bombe. Les Allemands ont compris que l'uranium naturel ne peut pas être utilisé comme explosif, mais qu'on peut s'en servir dans un réacteur nucléaire. On peut obtenir une réaction continue de fission nucléaire en chaîne contrôlée qui transforme l'uranium en élément 94, celui que nous appelons aujourd'hui le plutonium. Or, le plutonium est un explosif nucléaire. J'ai compris qu'il serait possible de fabriquer une bombe avec ce qu'on appelle aujourd'hui plutonium, et que ce plutonium, ou EK-uranium, comme je disais alors, serait produit par les réacteurs, par leur fonctionnement même. Mais pour mettre leurs idées en application, les Allemands ont besoin d'une substance vitale, l'eau lourde. Pour faire fonctionner un réacteur, il faut ralentir les neutrons en les bombardant avec ce qu'on appelle un modérateur, qui ralentit les neutrons sans les absorber. Or, il se trouve qu'en principe, le meilleur modérateur qui soit, c'est précisément l'eau lourde. Les Allemands ont vite compris que s'ils avaient assez d'eau lourde pour s'en servir comme modérateur, ils pourraient faire fonctionner un réacteur avec de l'uranium naturel et qu'à partir de là, ils en tireraient du plutonium et pourraient fabriquer une bombe nucléaire. Voilà le lien entre l'eau lourde, inoffensive en tant que telle, et la bombe nucléaire. Mais les Allemands ne sont pas les seuls à échafauder le moyen théorique d'accéder à la bombe nucléaire. Les savants anglais sont arrivés à la même conclusion. Et lorsque l'Amérique entre en guerre en décembre 1941, les Alliés mettent en commun leurs connaissances scientifiques pour lancer le grand projet Manhattan. On a tendance à imaginer le projet Manhattan comme la réunion d'une poignée de physiciens au Nouveau-Mexique. En fait, le projet Manhattan avait à sa disposition la plus grosse usine jamais construite dans le monde, l'usine à gaz d'Oak Ridge. Il disposait de gros réacteurs à Hanford, à Berkeley et à Chicago. C'était plus important que l'industrie automobile de l'époque. Le projet Manhattan avait d'énormes ressources financières. Il s'agissait d'un investissement vraiment gigantesque. Mais les scientifiques alliés savent que tous leurs efforts seront vains s'ils ne prennent pas les Allemands de vitesse. Seulement pour avancer, les Allemands ont besoin d'un approvisionnement croissant et régulier en eau lourde. Eau lourde que les services secrets anglais et leurs alliés norvégiens sont résolus à leur soustraire.
Sur le site de plongée, l'équipe a eu du succès. Elle a trouvé un baril qui a l'air intact et qu'il s'apprête à remonter quand Dave arrive. Hi. Hi there, I'm Dave. Brett, how are you? Dave. Hello. Frederick. Pleased to meet you. Pleased to meet you. We have found 9 barrels so far. 1 on the ship and then 8 on the lake floor around the ship, 2 very close to the shipwreck. And we have selected the one that looks the best. That's about 60 meters away from the shipwreck itself, and it looks complete, and we hope that it will contain heavy water. So we're heading for that one now. Ligger så högt på. Huh? Ligg med? Ja, borde låta dem vara där. Then we are coming There's something there, isn't it? Yes, it's a barrel. It's the end of it. Oh yeah. There, That's the barrel. Yes. Can you read anything on the end? Is it the 5? Upside down 5? Or? I don't know. It could be. Pour remonter le baril, il faut fixer un grappin spécial à l'un des robots. Thor doit le positionner exactement au-dessus du rebord du baril. This is just once. You get 1 try? Yes, try. it's only 1 try. Okay. Cross your fingers. Yes, we do. Contact? No. Where is it? It slipped off. Yeah. You have enough tether out. Slack on the tether? Lite mer kabel, eller? Ja, sida ifrån. Okay. Oh, there. It's tight there? L'étape suivante est délicate. Il faut relâcher le grappin. There we go. Where is it? Easily out. There. And we're off. Oh, there are not here. Okay, and then the connector is hanging. You can see the connector hanging there, so we have to So now he backs up. pull out that one too. Oh, it's point of And we're There off. we This go. is the point of no return. No, There we there. go. No, it either comes or it doesn't. When we pull it up. Yeah. Le baril est profondément enfoui dans la vase. Il faudra tirer très fort pour le sortir. Det tåler over 2 tonn, det her tauget, så det skal gå bra. They're just discussing if the rope will take the tension or not. Ja. Is it now a bad time to worry about that? So that's what he's saying. It's no problem. So he says, pull, go on and pull. That's what he's saying. Okay. They're pulling. No sign of any movement yet. Ja. Can they tell how much force they're putting on with that winch? No, not exactly. Suddenly it will just go. Pop free? Yeah, it will pop free. So it's hard to say exactly when it's going to happen. Hvorfor du fin tråd på det? There is a slight movement in it. So. Okay, There kom it igjen, goes, kom igjen. it's coming! Okay, off it goes! Boom! Goodbye! Barrel on a bungee. Yeah. Yep. And did you see the bottom of the barrel when it came Yeah. out? The Oh, paint yeah. was still Yes. on it. Yep. Don't drop it. Les caméras sous-marines du robot nous offrent les premières images en gros plan de ce baril immergé depuis 60 ans. Il a l'air intact, mais il suffit d'un trou minuscule pour contaminer l'eau lourde. Il est possible qu'il contienne de l'eau du lac. Heureusement, le procédé d'électrolyse qui, à l'origine, a séparé l'eau lourde, a dû laisser des traces qui permettront à Dave de le tester pour savoir s'il a été contaminé. Nous espérons que les barils contiennent de l'eau lourde. Mais pour fabriquer l'eau lourde, pour la séparer à l'origine, ils ont dû ajouter une substance pour que l'eau conduise l'électricité, de la lessive de potasse ou hydroxyde de potassium, qui rend l'eau très basique. Pour connaître le degré de basicité d'une eau, on se sert d'un pH mètre. Il faut donc savoir si le pH à l'intérieur du baril est différent du pH de l'eau du lac. On va donc mesurer le pH de l'eau du lac. C'est ce que je vais faire. Vous voyez, le pH est d'environ 9, ce qui est un peu plus élevé que pour une eau ordinaire, mais beaucoup moins que le pH du liquide contenu dans les barils, qui devrait être d'environ 14. Si bien que quand on ouvrira un baril, si l'on trouve 14, cela voudra dire qu'il n'a pas été contaminé. Si l'on trouve 9, c'est de l'eau du lac.
You have a barrel in very good shape, I think. On a attaché le baril avec 2 sangles parce qu'on ne pouvait pas le sortir de l'eau avec la pince qu'on avait fixée dessus. Il y aurait eu trop de tension. Il va y avoir encore un moment délicat quand on le relèvera dans la colonne d'eau. On ira très lentement pour éviter les chocs. C'était un spectacle fascinant de voir ce baril remonter. La Seconde Guerre mondiale, pour nous, c'est les vieux films en noir et blanc de papa. On n'y pense pas comme à quelque chose de proche. Alors voir ce baril sortir de l'eau 60 ans plus tard, c'est incroyable. But can you see the number here now? Can we see here? Yes, it's 26. No, it's perfect. The corrosion goes at one angle and the dirt goes at another, and there's a little clear sector left, and the 26 is right in the middle of it, like it was planned that way. That's good. But you know, nothing is pouring out, and it's full of something. Well, we've got the barrel, and we can clearly read the number on the end of it, which is fantastic. It's barrel number 26. Reste une question. Le contenu du baril a-t-il été contaminé par l'eau du lac? Oh, it's coming. Whoa. It's coming up, Dave. Yeah, just go very slowly. Let it release the pressure. I think it's amazing. It comes up when you take off the lid. Yes, you take off the lid, yes. The gasket is good still, you know? Ah, they built them good back then. Okay. Oh, look Very here. good. Look here. It's still boiling. Be careful here. What? Careful, careful, careful. Precautions being taken here. Potassium hydroxide, it's very, very caustic. It looks clear. There it is. This, I think, is good stuff, Dave. Yeah, it looks you good. know, it's not like water, you know, it's a bit more softer of viscosity. I'm now going to measure the pH. Just put this meter in the solution and wait a few moments for it to equilibrate. It's good stuff. 14, that's your guess, 14. You're satisfied? Yes! Very good. 60 years. It's exactly the way it was the day they put it in there. I will be damned. Yes, you will. Okay. Shake hands with this. I'd also get a kiss, no? Fantastic. They sank it and believed it should never come to the surface again. Everybody said it's gone forever. But after 60 years, it's still are, you know. Well, I mean, it's an incredible feeling. There was a heck of a lot of work to get this. So we have to get this back to the lab in London so we can find out what the purity of the heavy water really is. Mais étant donné que le numéro du baril est encore incroyablement lisible, Dave pourra faire bien plus que de vérifier si le baril contient bien de l'eau lourde. Dans les archives de la Norsk Hydro, Père Dahl a trouvé la liste exacte de la cargaison qui était censée se trouver sur le ferry quand il a coulé. Voilà la liste de tous les barils transportés par le ferry et la quantité d'eau lourde dans chacun des barils, à des concentrations différentes. Selon le registre, la concentration d'eau lourde dans le baril 26 n'est que de 1%. Détecter une concentration aussi faible exigera une analyse approfondie. À l'Imperial College à Londres, Dave et ses collègues comparent au spectre infrarouge les molécules d'eau du baril avec le spectre d'échantillons test d'eau lourde à différentes concentrations. Nous avons testé ici les échantillons d'eau lourde et nous pouvons affirmer avec une quasi-certitude que cette eau est enrichie en eau lourde. Le résultat ne laisse aucun doute. C'est de l'eau lourde concentrée à 1,1% à 0,2 près, ce qui, chose intéressante, est presque exactement ce qui est indiqué sur le registre de la Norsk Hydro. Un des mystères à propos du ferry Hydro est donc à jamais éclairci. On sait maintenant que l'Hydro transportait bien de l'eau lourde. La thèse des faux barils ne tient pas. Le listing de la cargaison semble être assez exact.
Si tel est le cas, cela nous aide à résoudre une autre énigme. Les documents de la Norsk Hydro indiquent que les premiers barils dans l'ordre de numérotation qui contenaient de l'eau lourde fortement concentrée étaient remplis à un peu plus de la moitié. Ce qui explique pourquoi certains flottaient. Ce sont probablement ces barils récupérés par les Allemands qui sont parvenus à Berlin. Mais cela soulève une autre question. Il est clair d'après le registre que la plupart des barils ne contenaient que de l'eau lourde très diluée. En dépit du volume apparent de la cargaison, la quantité d'eau lourde pure était très petite. Les Allemands auraient eu besoin au total d'environ 5 tonnes d'eau lourde pour faire fonctionner un gros réacteur nucléaire. Selon les documents de la Norsk Hydro, c'était une cargaison d'environ 500 kg d'eau lourde qui partait là pour l'Allemagne. Par conséquent, la quantité d'eau lourde chargée sur le ferry était très insuffisante pour faire fonctionner ne serait-ce qu'un réacteur, sans parler des 10 réacteurs ou plus qu'il aurait fallu pour fabriquer le plutonium indispensable pour avoir une arme nucléaire. Les Alliés avaient-ils raison de croire que l'eau lourde était destinée à la fabrication d'une bombe? Les Allemands voulaient-ils en fait l'utiliser pour autre chose? Quelques mois après le naufrage du ferry, les armées alliées avancent à travers l'Europe. Juste derrière la ligne de front se trouvent les membres d'une opération secrète dont le nom de code est Alsos. Leur mission, trouver le programme d'armement nucléaire nazi dont les Alliés sont persuadés qu'il existe. Des mois durant, Alsos fouille les territoires européens récemment libérés sans rien trouver. Et puis, quelques jours avant la capitulation finale de l'Allemagne, l'équipe arrive à Haigerloch, une petite ville de Bavière. Sous l'église baroque, ils découvrent une grotte dans laquelle ils trouvent ce qui était le lieu de destination de l'eau lourde norvégienne. Un laboratoire de fortune, avec un seul réacteur expérimental que les savants allemands n'étaient pas encore parvenus à faire fonctionner. La bombe nucléaire nazie, qui avait inspiré tant de craintes, s'avère n'être qu'un mirage. Il n'y avait pas d'équivalent allemand du projet Manhattan des Alliés. La raison, selon l'historien Mark Walker, on la trouve dans une décision prise au tout début de 1942, exactement au moment où les Alliés décident de se lancer dans l'ambitieux projet Manhattan. Début 1942, précisément quand l'eau lourde norvégienne commence à inquiéter les Anglais, les autorités alliées et les autorités allemandes prennent des décisions cruciales pour leur projet d'armement nucléaire. Il est intéressant de noter que les scientifiques des deux camps tiennent le même discours, vu que les résultats sont pour l'essentiel identiques. Ils disent qu'il est possible de fabriquer l'arme nucléaire, mais que cela prendra 2 ans. En Amérique, comme on est persuadé que la guerre durera longtemps, ces armes seront opérationnelles avant la fin du conflit, donc il faut se lancer. En Allemagne, on pense que si on ne gagne pas la guerre très vite, on la perdra. Ces armes sont peut-être intéressantes pour l'avenir, mais elles ne sont d'aucune utilité dans l'immédiat. Ce serait une perte d'énergie, d'argent et de temps de se lancer dans leur fabrication. La recherche nucléaire allemande passe donc sous contrôle civil. La cargaison de l'Hydro était destinée à un projet de réacteur expérimental qui n'avait aucune application militaire, ce qui explique qu'elle ait été si peu surveillée. Par conséquent, il semble que les doutes émis par la résistance norvégienne sur l'utilité de couler l'Hydro aient été justifiés. Il s'avère qu'ils avaient compris, mieux que les services secrets alliés, le peu d'importance réelle de la cargaison. Je ne dirais pas que les Alliés étaient paranoïaques, mais qu'ils étaient étonnamment mal informés sur ce qui se passait en Allemagne dans le domaine de la physique nucléaire. Le programme allemand était très connu. Dans les cafés, des scientifiques racontaient aux journalistes où ils en étaient. Et pourtant, les Alliés semblent n'avoir jamais fait d'efforts pour s'informer sur ce programme et en apprendre davantage. Je dirais qu'il s'agit d'un échec patent des services de renseignement. Rien de tout cela, bien sûr, ne diminue l'héroïsme de Knut Lier Hansen et de ses camarades. Ils avaient choisi de prendre les armes contre un envahisseur brutal au péril de leur vie.
Ils savaient que leur mission entraînerait la mort de civils innocents. Mais la triste vérité, c'est que la Seconde Guerre mondiale, comme toutes les guerres modernes, a surtout fait des victimes innocentes. Ils ont interrogé Londres, qui a aussitôt répondu « couler le ferry ». Et ils ont obéi aux ordres. C'est comme si on me demandait de faire sauter le train de 8h45 pour Londres. Je serais absolument certain qu'il y aurait des amis ou même des gens de ma famille à bord. Mais quand il y a le moindre risque qu'un Adolf Hitler dispose de la bombe atomique, est-ce qu'on a le choix? Je crois qu'il faut considérer la chose froidement et dire la vérité une fois pour toutes, pour tout le monde, pour les ouvrages d'histoire, sans trop se soucier d'offenser tel ou tel. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de critiquer ce qu'ils ont fait. Je l'aurais fait moi aussi si on m'en avait donné l'ordre. En tout cas, c'est ce que je me plais à penser. Je crois que je n'aurais pas eu le cran de faire ce qu'ils ont fait. Il faut dire que c'était de sacrés petits gars.